Bienvenue pour un nouvel épisode de la pause sportive, donc le podcast qui t'aide à performer et repousser tes limites, aussi bien physiquement que mentalement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qui a été mon préparateur mental, Paul Jobert, fondateur de Méditation. On va parler aujourd'hui de pleine conscience, surtout de la méditation, comment elle peut devenir une arme de performance, de stress et toute autre chose. Salut Paul, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Salut Cédric, bah écoute, ça va, super, en forme. Merci à toi, je suis ravi de me prêter à cet exercice. D'habitude, c'est moi qui pose les questions dans mon podcast. Donc là, je Ouais. vais tenter d'y répondre. Et donc ça fait super plaisir de faire ça avec toi. Donc comme je l'ai dit aux éditeurs et auditrices qui nous écoutent, donc Paul a été, mon préparateur mental. Il m'a accompagné, il y a bientôt 2 ans déjà, parce que j'avais décidé de faire une compétition en jiu-jitsu brésilien et après, 15 ans d'arrêt de compétition, parce que je pratiquais le taekwondo en compétition, j'ai décidé de me remettre, dedans et je voilà, je pouvais pas y arriver, sans une aide et Paul m'a très bien aidé, pour avant, pendant et après. Yes. Hem Alors, en introduction, si tu veux bien, Paul, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter et quel a été ton chemin vers la préparation mentale? Ok, ben écoutez, moi je suis Paul, j'ai 32 ans et de base je suis un passionné de sport. Depuis tout petit, j'ai fait énormément de sport, énormément de disciplines différentes, toujours beaucoup de compétitions. Et voilà, de base, je suis juste un passionné de sport. Je pense que je préfère dans la vie faire du sport, regarder du sport, parler de sport. Donc, tu vois, c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui aussi, donc dans la pause sportive, donc c'est cool. Et je suis arrivé à la préparation mentale petit à petit, déjà pour moi, hein. À l'époque, je jouais beaucoup au foot et j'avais un profil qui pouvait être un peu impulsif en match. Tu sais, je pouvais sortir de mes matchs, prendre des cartons, Mmh, sortir de mes gonds un petit peu, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a amené petit à petit à me questionner, à m'intéresser. Attends, est-ce qu'il y a des choses qui existent pour être plus calme, plus posé et donc plus performant, tu vois, pour éviter de sortir de tes matchs. Ça, on va dire que ça a été la première porte d'entrée qui m'a fait m'interroger, me questionner et m'intéresser un petit peu à ces questions-là. Et d'accord. aujourd'hui, donc, je suis on va peut-être parler après de tout le chemin, mais aujourd'hui, donc, je suis préparateur mental et j'accompagne des combattants et des combattantes, notamment dans le jiu-jitsu brésilien, judo, Mmh, MMA, boxe, plutôt dans les sports de combat, à faire de leur mental un allié et pas un adversaire, comme j'aime le dire. d'accord. Donc comme tu nous dis, tu étais plutôt quelqu'un d'assez, impulsif quand tu étais footballeur. Mhm. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, je te vois pas du tout comme ça, parce que je t'ai connu toujours très calme et même Ouais. quand je te vois, pratiquer, au JB, même si on se voit pas souvent, mais quand tu Mhm. venais et cetera, même quand je vois tes vidéos, tu m'as l'air assez calme et dire que Ouais. t'as pas du tout été calme avant, c'est drôle à Pas percevoir. forcément, pas forcément dans la vie de tous les jours en plus. C'était vraiment spécifique, je pense, à la compétition, tu vois, et Mmh. à cet environnement, ce cadre-là du match et de tout ce qui s'y passait qui pouvait. Sinon, en dehors de ça, j'étais pas quelqu'un de spécialement impulsif, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a ensuite amené à, du coup, à créer Méditation? Est-ce que tu peux nous dire, quel est ton parcours dans la préparation Ouais. mentale? Yes. Eh ben, écoute, pour revenir un petit peu à la genèse, au déclencheur, on revient au confinement, au fameux confinement. Je pense que tout le monde a connu. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais encore éducateur spécialisé, c'était mon métier avant, et je travaillais à Nouméa, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et donc, je travaillais là-bas, et boum, confinement. Et donc, je passe d'une vie où je travaillais et le reste du temps, j'étais dehors, tu vois, j'étais à Nouméa, donc c'est une île magnifique, tu peux aller à la plage, faire plein de trucs dehors, je jouais beaucoup au foot, je voyais Mmh. beaucoup de gens et tout ça, à me retrouver confiné dans un mini studio dans lequel j'habitais, mais finalement, j'y étais pour dormir, manger et le reste du temps, je travaillais, j'étais dehors, donc ça allait, quoi. Et je commence à me sentir pas très bien, tu vois? Mmh. À être confronté à des choses que je connaissais pas vraiment avant, l'anxiété, l'angoisse, tu vois? Ce genre d'émotions, de sensations, au début, en plus, je comprenais vraiment pas ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, tu vois? Mais je sais que je me sentais pas bien, c'était désagréable. Bref, pour, continuer l'histoire,
un pote qui lui, vivait aussi à Nouméa, mais un peu à l'extérieur dans la ville, dans une maison avec un jardin et tout, me dit: «Bon, ben viens passer le confinement, chez nous». Et donc, bon, c'était déjà un peu plus cool, on jardinait, on faisait des barbecues, on était, plusieurs dans cette maison, tu vois? C'était sympa. Mmh. Mais à ce moment-là où en fait, j'avais déjà commencé, comme je te disais, avec le foot à un peu toucher du doigt le fait qu'il y a un truc à l'intérieur. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. J'étais beaucoup dans le corps, moi, toute ma vie, tu sais, le sport, le physique, c'est le corps. J'avais déjà touché du doigt, attends, mais il y a un truc qui se passe à l'intérieur qui est important. Et là, mais je l'avais pas non plus vraiment regardé, tu vois. Ben Mmh. là, je me le prends un peu de pleine face. Je me dis, attends, ouais, il y a un truc qui se passe à l'intérieur, il y a des trucs à travailler à l'intérieur. Et si tu le travailles pas, ben ouais, tu peux te sentir mal. Ça peut être délétère à la fois pour ton bien-être et pour tes performances. Là, on parlait en plus de mon bien-être quotidien. Donc, tu plus d'autre choix que d'y faire face et de dire, attends, qu'est-ce qui se passe, machin. Et donc, c'est à ce moment-là, pendant le confinement, que je commence à découvrir la méditation. Parce que je pense que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de, de propagande ou en tout cas de choses liées à la méditation. Ben voilà, faites de la méditation, regardez, ça peut vous aider. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont souffert d'anxiété, de stress, voire d'angoisse dans cette période-là, tu vois. Mmh. Et donc je découvre, je connaissais pas du tout la méditation, ou peut-être j'en avais entendu parler, mais ça m'avait jamais, tu vois, ça m'avait jamais éveillé trop ma curiosité. Là, en fait, j'ai plus d'autre choix. Je me dis: «Attends, je me sens pas bien, j'aime pas du tout ce qui se passe, il faut que je teste un truc», tu vois? Même si la méditation, ça peut paraître un peu perché ou machin, bon, ben, là, quand tu te retrouves face à cette situation, tu plus trop le choix. Donc je me mets, heu, sur des vidéos de méditation, des applis de méditation, et je me souviens, je commence par 1 minute, tu vois? 1 minute, puis 2 minutes, puis un petit peu plus. Et là, je me rends compte que ouais, en fait, il y a vraiment un monde à l'intérieur et que tu peux vraiment travailler dessus et apprendre à, mieux gérer ses émotions, ses pensées et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et je vois que ça a un super effet, assez rapidement en plus. Je me rends compte que ouais, la méditation, un outil qui, finalement paraît si simple, finalement peut être hyper intéressant pour, le bien-être, pour la performance. Et c'est ça qui crée un peu cette bascule et qui me dit: «Ah ouais, en fait, il y a vraiment un truc à aller explorer, il y a vraiment un truc à aller bosser à l'intérieur». Et de là, je commence à m'intéresser de plus en plus à la méditation, mais aussi à la respiration et aussi, en fait, à un truc qui s'appelle la préparation mentale du sportif. Ah ouais, ça existe ça? Il y a tout un champ de compétences, toute une discipline qui existe et qui vise à travailler sur l'intérieur, notamment pour optimiser tes performances. Je me dis: «Attends, mais c'est génial». Je commence à vachement m'intéresser à ça, à beaucoup lire, à beaucoup me renseigner, regarder des choses là-dessus et petit à petit, du coup, à faire des formations. Des Mmh. formations en préparation mentale, et je continuais en parallèle. J'étais rentré en France, mon contrat s'était terminé à Nouméa. Je suis rentré en France, j'ai repris mon boulot d'éducateur aussi en France. J'ai commencé à me former de plus en plus à la préparation mentale, à m'y intéresser de plus en plus, à créer Méditation à ce moment-là, où j'avais encore aussi mon travail d'éducateur en parallèle, à accompagner des sportifs. heu et petit à petit, ben voilà, ça a grandi, ça a pris de l'ampleur jusqu'au moment où j'ai décidé de: «Bon, ben vas-y, j'aime ça, ça me passionne vraiment, c'est génial. Je vais me lancer à 200 dans cette aventure-là». D'accord. OK, donc c'est vraiment cette période de covid, de confinement qui t'a fait, du coup réfléchir sur toi et commencer à Ouais. médita la méditation et cetera. Tu peux nous dire où tu as été formé du coup pour la préparation mentale? La plupart de mes formations, je les ai faites avec Focus, donc un organisme de formation qui a été créé par Anthony Met, qui est un Mmh. psychologue du sport, préparateur mental, auteur de plusieurs bouquins aussi, qui a beaucoup travaillé sur, la méditation, la pleine conscience aussi dans la préparation mentale du sportif. Mmh. Donc la plupart des formations, je les ai faites avec Anthony et Focus. Tu vois, je me suis aussi formé à la respiration, au yoga, à la méditation de pleine conscience aussi en parallèle. Hem, Beaucoup aussi, je pense, je me suis beaucoup formé à travers mes lectures. J'ai beaucoup lu depuis, ce fameux confinement, et d'ailleurs, c'est pendant le confinement aussi que je me suis mis à lire et que j'ai pris goût à la lecture, ou en tout cas que je me suis rendu compte: «Attends, mais en fait, je peux lire des trucs intéressants
qui résonne avec, mes centres d'intérêt, ce que je suis, ce qui me passionne aujourd'hui et depuis, Mmh, je suis toujours en train de lire quelque chose, donc les livres ont joué un grand rôle aussi dans ma formation, je pense. OK. Donc tu pratiques aussi, un art martial, le JB, jiu-jitsu brésilien, Ouais, Paul? Et yes. donc maintenant tu es ceinture bleue, félicitations d'ailleurs. Ouais, merci. Donc tu accompagnes aussi, j'imagine des combats comme tu l'as dit, des combattants dans le sport de combat, particulièrement le JB où tu t'es plutôt Mmh. spécialisé ces derniers temps. Ouais. Hem, Qu'est-ce que cette expérience du coup de préparateur mental t'a appris sur, le mental, du sportif, des combattants en général? Mmh. Hem, Dans les compétitions de jiu-jitsu brésilien, c'est le cas aussi pas mal dans les compétitions de judo. La spécificité, c'est que tu passes plus de temps à attendre qu'à combattre. Tu as connu ça aussi, Cédric, Oui, ouais. tu vois? Quand je jouais au foot, on te dit: «Rendez-vous à telle heure», tu te changes, tu t'échauffes, tu rentres dans le vestiaire, l'arbitre appelle, tu commences ton match, boum. Tu pas vraiment, en fait, tu vois? Mmh, Dans une compétition de JJB, il y a plein de moments d'attente avant les combats, entre les combats et donc dans ces moments d'attente, il se passe beaucoup de choses et la question, c'est est-ce que toi, tu arrives à orienter, réorienter tes pensées, tes émotions, ton mental dans la direction qui va être la plus propice pour toi et pour ta performance? Ou est-ce que tu laisses ton mental t'emmener à gauche, à droite, te parasiter, te et ouais, te parasiter et générer un état mental, émotionnel qui va pas être propice pour toi, pour ta performance? Donc ce que ça m'a appris, je pense, c'est comment gérer ces moments d'attente, comment orienter, réorienter ses pensées et ses émotions dans la direction, du but visé qui va être le plus compétitif possible et être le plus performant possible. mmh, ouais. Oui, mais c'est vrai, tu l'as dit, spécifiquement au JV. Alors ça paraît aussi dans d'autres, sports de combat, pendant les Ouais, compétitions, mais ouais, tu attends longtemps quoi. Tu es dans une sorte de cage à la fin là, tu ouais, tu te parles, à toi-même forcément, beaucoup de dialogue interne. Tu vas combattre, si tu gagnes, tu reviens et en fait, tu peux pas bouger. Tu restes dans la cage à lapin, quoi. Tu pas le droit d'aller ailleurs et mmh. c'est vrai que ça peut être quand même, compliqué à gérer pour les personnes qui ont pas l'habitude ou, qui ont posent beaucoup de questions dans la tête. Ouais, moi je l'appelle le carré à bestiaux, tu vois? Ouais, Cette ère d'attente là dans laquelle tu dois patienter avant tes combats, entre tes combats mmh, et donc je pense que ça demande beaucoup de calme. Justement, on parlait du calme et ça, c'est une autre de mes devises, c'est: «Les athlètes les plus calmes sont les plus performants» mmh, et quand je dis ça, parfois certains, peut-être le comprennent mal, ou confondent le fait d'être calme et le fait d'être détendu ou mou, tu vois? ouais, Moi, je parle vraiment d'un calme mental, d'une capacité à gérer tes pensées, tes émotions, à être calme mentalement, qui est justement très, compatible avec un engagement physique très important. Parce que la compétition, notamment dans les sports de combat, ça demande un engagement physique total mmh, et ce calme mental-là, je pense, te permet de prendre de meilleures décisions, de penser plus clairement, d'agir plus efficacement. Ce qui va être vraiment important en termes de performance, notamment dans le jiu-jitsu brésilien où tu vois, on le sait aussi, il faut rester calme dans le chaos. C'est un mmh, combat, c'est très chaotique, c'est très stratégique. Et cette capacité à rester calme, concentré, confiant, te permet de penser plus efficacement, de répondre plus efficacement, d'agir plus efficacement à ce qui se passe dans le combat et même dans la compétition, dans l'agitation, dans l'excitation de la compétition. Donc, ouais, cette gestion du mental et cette capacité à rester calme pour moi, elle est vraiment cruciale. d'accord. Bah, d'ailleurs là, du coup, on anticipe un peu la question donc on parle de performance, lorsqu'on veut, réussir dans une compétition et toi tu parles de calme. Mmh. Donc de notions un peu qui peuvent parfois être opposées parce que justement tu dis être calme, certains pensent que c'est d'être mou, de pas être activé. Comment toi Ouais. tu fais pour concilier cela, avec tes athlètes? En fait, c'est pas le concilier, c'est que pour moi, c'est juste indépendant. Si t'es pas calme, eh ben, tu agité. Donc tu veux pas être agité mentalement, tu vois? Parce que soit tu vas être
cette agitation mentale va complètement t'inhiber. Donc tu vas être plus paralysé, figé, les jambes coupées, enfin, tu vas avoir du mal. Soit tu vas céder à une espèce d'agitation et d'excitation, et donc de précipitation, d'impulsivité, et tu vas faire n'importe quoi. Pour moi, le calme, justement, il est indispensable, le calme mental, à la performance, à l'exécution, à la précision technique, tactique qu'on recherche pour être le plus compétitif et le plus performant possible. Ouais, c'est un prérequis, en fait, pour moi. Et le calme mental, ça veut dire gérer ses pensées, gérer ses émotions, euh, gérer la question de l'enjeu, du regard des autres, de la pression, de l'agitation, du bruit qu'il y a autour aussi, tu vois. Mmh. C'est ça pour moi le calme mental qu'on recherche. Et donc du coup là-dedans, bah, tu incorpores, forcément, dans le suivi de ton tes athlètes, la méditation. Ouais. Hem, à quel moment toi tu as compris que ça peut devenir vraiment un levier de performance? À quel moment tu l'installes? À quel moment tu Hmm. comment tu vois les choses là-dessus? Bah, je l'ai compris déjà en l'expérimentant sur moi, très concrètement, et en voyant sur moi les résultats que ça pouvait avoir. Et ensuite, ben, en l'expérimentant avec d'autres et en voyant aussi des résultats. Maintenant, la méditation pour moi est indispensable, mais pas suffisante quand on parle de Mmh, performance. Ok? La méditation, c'est un peu le travail de fond qui va permettre à ton cerveau de ne pas tout le temps surréagir trop vite, trop fort aux stimulus euh, externes ou internes, et qui va permettre à ton cerveau de se rendre compte quand il est en train de partir dans tous les sens et de revenir plus vite, plus efficacement. Donc pour moi, c'est une compétence fondamentale qu'il faut développer, qu'il faut avoir. Pas forcément suffisante après quand on parle de compétition et de performance sportive, parce qu'on sait qu'en compétition, il y a plein d'autres choses qui se jouent et sur lesquelles on va pouvoir travailler aussi avec la préparation mentale. tu devais décrire du coup ta méthode aujourd'hui, de Paul Jobert, Ouais, préparateur mental de méditation. En quelques étapes, yes. comment tu pourrais la présenter aux auditeurs, auditrices qui nous Ok. écoutent? Eh ben, la méthode est dans le nom méditation. D'un côté, on a la méditation qui permet de développer ce calme mental, qui permet d'apaiser ce que j'appelle le cerveau rouge, le cerveau émotionnel qui réagit plus qu'il ne répond, qui cède à l'impulsivité, à l'émotion, à l'excitation. Donc une partie de la méthode est la méditation de pleine conscience et le calme mental que l'on cherche à obtenir avec cet outil. Et de l'autre côté, il y a action. Et action, eh ben, c'est toute la démarche de préparation mentale, de développer des compétences, de la connaissance de soi, de développer des motivations, des routines, de la discipline, tout le travail de préparation mentale plus classique, si je peux dire. Méditation, on recherche le calme mental. Action, préparation mentale, on développe des compétences pour être encore plus confiant, encore plus concentré, encore plus performant le jour J, le jour de la compétition. Et là, tu as la méthode médite action. OK, très, très, très bien expliqué. Hem, alors, donc là, tu nous as parlé de méditation de pleine conscience, je pense que c'est vraiment ça que tu fais travailler aux personnes que tu accompagnes. Par exemple, tu vois, il y a une application Petit Bambou où on peut méditer, mais il y a différents Ouais, types de méditation. ouais. Toi, comment tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que tu restes vraiment sur de la pleine conscience ou tu proposes autre chose aux Hmm. athlètes que tu suis? Ou Ouais. d'exercices de méditation? Moi, j'essaye de rester le plus proche possible de ce qu'on va appeler la mindfulness, la méditation de pleine conscience dans sa forme la plus classique, à savoir, je me concentre sur ma respiration. Dès lors que j'en suis détourné par une pensée ou quoi que ce soit, je me rends compte, j'en prends conscience et je reviens. Tu sais, ce va-et-vient, Mmh, concentration, déconcentration, reconcentration. Ok. Ensuite, je suis pas du tout contre les applications, les méditations guidées. Je pense que c'est une façon aussi d'explorer son mental, ses mécanismes internes. Moi, j'ai testé plein de trucs en termes de méditation, hein, même des trucs un peu perchés avec, je sais pas, des bols tibétains ou tu vois. mmh, Parce que ça m'intéresse et j'aime bien voir comment l'esprit, comment le mental fonctionne à travers ça. Maintenant, ce que moi je souhaite intégrer dans le suivi, l'accompagnement,
des sportifs, c'est cette méditation, cette mindfulness, la pleine conscience dans sa forme la plus classique et dans une pratique quotidienne. Parce que c'est vraiment une pratique quotidienne, même 5 minutes, qui va apporter le plus de résultats. Et si ensuite, bah, une personne souhaite explorer, tester différents types de méditation, des méditations un peu plus longues, des méditations un peu différentes, avec de la musique, ou avec ceci, ou avec de l'imagerie mentale, des techniques de relaxation qui sont différentes. Pour moi, ça aussi, c'est une erreur Mmh. commune que je vois, hein, confondre méditation et, et C'est ça, relaxation. ouais. Euh, ouais, pourquoi pas explorer ça, c'est toujours intéressant, tu vois, c'est un travail intérieur qui peut être intéressant. Non, moi, ouais, je reste plutôt sur la forme la plus classique de méditation de pleine conscience, qu'on connaît aussi sous le nom de mindfulness. OK. Oui, parce que justement là, c'est bien que tu en as parlé. On peut confondre un peu, la méditation de pleine conscience, comment dire ça? Tu as dit la La relaxation, relaxation, ce qui est souvent, c'est un peu le travail que font, plusieurs personnes et j'ai les oublié le travail. sophrologues Les peut-être? sophrologies, voilà, parce que j'ai été aussi accompagné par une sophrologue, il y Ouais. a quelques années, donc Mhm. c'était plus de la relaxation en soi et aussi Ouais. tu as parlé de respiration, Ouais. est-ce que tu as travaillé sur la respiration récemment? Enfin, tu as fait une Mhm. formation dessus. Vraiment Ouais. quelles sont vraiment la différence, les différences, basiques? Ouais. Parce que avec tout ça, Ok. on peut Ouais. se Ouais. perdre. Je pense que la différence, elle est dans le but visé. C'est-à-dire que le but de la méditation de pleine conscience n'est pas la relaxation. Tu peux te sentir relaxé parfois après avoir fait une méditation de pleine conscience et c'est pas toujours le cas, franchement. C'est pour ça aussi que c'est important de le comprendre parce que il y a plein de gens qui cherchent la relaxation, qui ont en tête que la méditation va les relaxer, font de la méditation, ça ne marche pas, ça les relaxe pas et donc ils disent ah ben la méditation ça marche pas, c'est pas fait pour moi. Ouais non mais sauf que c'est pas le but. Si tu cherches de la relaxation, va vers des techniques de relaxation profonde, de sophrologie, de yoga nidra, de respiration profonde, souvent qui se font allonger d'ailleurs ces techniques-là, parce que ça va être plus propice à la relaxation. La méditation de pleine conscience, pour le dire dans peut-être de la façon la plus brute, c'est plutôt un entraînement à la concentration. C'est un entraînement vraiment, un entraînement mental. D'ailleurs, quand tu vas dans un temple bouddhiste, ils disent pas on va faire 1 heure de méditation, ils disent on va faire 1 heure de concentration. Pendant 1 heure, on va entraîner cet esprit de singe, comme il l'appelle, qui se balance de branche en branche, à se poser sur une branche, à y rester. Et s'il commence à s'en aller, à les ramener. Ok? Là où, dans des techniques de relaxation, on va chercher vraiment la détente musculaire, la détente, la relaxation complète. Ensuite, des techniques de respiration, bon, mais pareil, c'est super large. Des techniques de respiration, il y en a euh, pour toutes les visées, pour améliorer, pour la relaxation, pour l'activation, pour la concentration. Euh, moi, celle que j'ai explorée dernièrement, c'est la méthode Oxygen Advantage, okay, donc, qui a, elle, pour but d'améliorer la tolérance au CO2, au dioxyde de carbone. Et par là, bien sûr, les performances. Donc, tu vois, c'est une autre but, une autre visée. Mais pour moi, donc, pour dissocier méditation, relaxation, respiration, sophrologie, c'est un peu revenir à quel est le but de l'exercice. Et le but de la méditation de pleine conscience n'est pas la relaxation. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai identifié, moi, que beaucoup de gens abandonnent la méditation. C'est parce qu'ils pensent que ça va les relaxer ou que quand ils sont énervés, ah, je vais faire une méditation. Non, mais Mmh. quand t'es énervé, c'est le pire truc à faire, la méditation de pleine conscience. C'est de la Ouais, clairement. torture, en fait, tu vois. Ouais, je Ouais. m'assois, je bouge pas, j'observe ma respiration. Non. Si t'es énervé, va marcher, va courir, va boire un café avec un pote, je sais pas, fais un truc. Mmh. Non, non, La clairement, là. méditation, c'est un travail de fond quotidien où tu entraînes ton cerveau à être concentré, à être posé, à être un peu plus calme. Mmh. C'est ça, c'est un entraînement quotidien. Mmh. Non, c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, ouais, que si tu énervé et tu fais de la méditation, c'est juste horrible C'est de la et torture. c'est dur parce qu'en plus, que ce soit,
accompagné ou pas accompagné, c'est une vraie torture. Toi, la méditation, du coup, tu la préconises de la faire à quel moment? Et est-ce que c'est mieux le matin, l'après-midi, le soir avant de se coucher? Combien de temps tu préconises, au moins pour les Mmh. débuts? Dans l'idéal, moi, je préconiserais de la faire plutôt le matin. Comme ça, c'est fait et c'est plus à faire. Parce que si je me dis: «Ouais, je vais la faire ce midi ou en rentrant», il y a de grandes chances pour que ça passe à la trappe, tu vois? Parce que on a Mmh, plein de trucs à faire dans la journée, dans la vie. Peut-être il y a les enfants, il y a le boulot, il y a le sport, le machin. Ça peut vite passer à la trappe. Donc l'idéal, si possible, c'est de le faire le matin. Donc, commencer sa journée par ça. Déjà, commencer sa journée par ça, c'est intéressant aussi. Ça peut apporter peut-être un peu plus de calme mmh, pour commencer ta journée. Pour moi, c'est de l'hygiène mentale. C'est comme se brosser les dents, tu vois? Avant de partir, faire ta journée, tu te brosses les dents pour avoir la bouche un petit peu propre. Et ben, l'idée de faire peut-être 5 minutes de méditation, c'est un peu brosser là de l'intérieur aussi. OK? mmh, Après, eh ben, la réalité fait que parfois le matin, c'est peut-être pas possible, donc il faut trouver un moment où ça va être facile de l'intégrer, où tu vas pouvoir le faire tous les jours. Idéalement, je pense toujours au même endroit et à la même heure, ce qui va aider à ancrer la routine, à ancrer le rituel, tu vois. Si tous les jours, tous les matins, ah, je sais que j'ai mon canapé ou mon petit fauteuil, je me pose, je mets ma méditation guidée, ça crée moins de friction, tu vois, ça réduit la friction, ça rend l'habitude plus facile, plus simple et ça va être plus simple de suivre cette routine tous les jours et de pouvoir méditer tous les jours, tu vois. Donc moi, je conseille de le faire le matin. C'est vraiment intéressant, je trouve, de le faire tous les matins et mmh. justement d'observer: «Ah, ce matin pendant la méditation, waouh, j'étais agité, c'est parti un petit peu dans tous les sens. OK. Ah, ce matin, j'étais un peu plus calme, OK, j'ai eu moins de mal à me concentrer». Donc le matin, pour moi, c'est l'idéal. Ensuite, de toute façon, moi, j'ai envie de dire: «Faites-le, quoi». Faites-le, donc si c'est pas possible le matin, essayez de trouver un autre moment. Par exemple, si vous faites du sport avant l'entraînement, je sais qu'il y en a, ça les que j'ai accompagnés, ça les a aidés à ancrer cette routine-là. Ils savaient que, ah, ben avant l'entraînement, ils avaient toujours 5 minutes. Ils prenaient même dans leur voiture sur le parking ou chez eux avant de partir, tac, pour faire leur méditation. Ça peut être intéressant pour couper aussi entre, heu, en dehors de l'entraînement et à l'entraînement, pourquoi pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est de le faire tous les jours, le matin idéalement et en fonction de sa réalité, de ses journées, essayer de l'intégrer, de trouver une routine qui va permettre de vraiment le faire tous les jours. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre aux athlètes qui te disent: «Ouais, j'ai pas trop le temps de méditer», Je dis: «Fais voir ton temps d'écran. Montre-moi ton temps d'écran. Combien de temps tu as passé sur Instagram? Combien de temps tu as passé sur machin? Combien de temps?» Mais plus sérieusement, moi j'essaye de ne plus utiliser ces excuses ou en tout cas ces formules-là. Mmh, De plus dire: «J'ai plus le temps» ou quoi, mais de me dire, en tout cas c'est ce que j'applique pour moi: «Ce n'est pas ma priorité» et c'est OK. Parce qu'à partir du moment où tu fais d'une chose ta priorité, tu trouves le temps pour le faire. OK? Et c'est important de mettre au clair justement ces priorités. Quelles sont mes priorités aujourd'hui dans ma vie? Bah, peut-être c'est ma famille, peut-être c'est mon travail, peut-être c'est mon sport, peut-être, tu vois? Mais vivre en harmonie, en accord avec ses priorités, ce que je vais appeler ses plus hautes valeurs, c'est hyper important et tu trouveras le temps, tu valoriseras ce qui est vraiment important pour toi. Voilà ce que je répondrais, par rapport à ça et c'est ce que j'essaye de m'appliquer à moi. Est-ce que vraiment j'ai pas le temps ou est-ce que c'est pas ma priorité? Mais c'est super. OK. Ah Mmh. super, super cette philosophie, bah, j'adhère totalement. C'est en fait, j'ai pas le temps, c'est exactement ça, c'est égal à en fait, ce n'est pas ma priorité et si tu apportes, de l'importance à quelque chose, ça sera ta priorité donc tu auras le temps de le faire quoi qu'il arrive. Mmh mh. Mmh. Hem, Est-ce que tu peux nous parler d'un cas concret sans forcément citer de nom, Paul, où, bah, du coup la méditation a vraiment transformé, la performance d'un de tes athlètes? Mmh. Ouais, encore une fois, la méditation à elle-même, non, parce que tu vois, moi, tout ce que je fais avec les athlètes, il y a la méditation, oui, mais il y a tout le reste aussi, toute la préparation mentale. Donc, c'est toujours la combinaison des 2 pour moi. Maintenant, je pense à un combattant de jiu-jitsu brésilien qui est arrivé avec, pas mal de stress, d'anxiété liée à la compétition,
à l'enjeu, même dans sa vie un petit peu en dehors, tu vois. Et avec qui a été hyper réceptif à la méditation, qui aujourd'hui je suis encore en contact avec lui hein, régulièrement et il continue à méditer, à explorer, même bien quoi, il a bien exploré le truc. Et voilà, il a été hyper réceptif à ça. Je pense que ça lui a fait vachement de bien, même dans sa vie en dehors du sport, tu vois, dans sa vie quotidienne. Euh, et après, en compétition, bien sûr aussi, c'est un gars qui aujourd'hui est assez performant. Je le vois dernièrement, il a été champion d'Europe encore, tu vois. Euh, et même des mots de son coach. Son coach m'a dit, tu me l'as transformé, quoi. Donc c'est cool parce que le potentiel était là. C'est un gars qui s'entraîne beaucoup, qui est passionné par son sport, qui adore ça, mais qui avait ces blocages, ce stress, cette anxiété, ces choses qui le parasitaient, ces barrières mentales qui l'empêchaient d'exploiter tout son potentiel. Et comme j'aime le dire, ton niveau de performance est toujours limité par le facteur le plus bas. Tu peux avoir toute la technique que tu veux, tout le physique que tu veux. Si au niveau mental, tu es un peu plus bas, et ben ton niveau de performance il sera limité par le facteur le plus bas. Pareil, tu Mmh. peux avoir tout le mental que tu veux. Si tu arrives sur une compétition de JJB sans technique, tu vas avoir tout le mental que tu veux, tu vas être limité par ton niveau technique. Donc lui, en l'occurrence, c'était son niveau mental qui le limitait parce que techniquement et physiquement, c'est un coach sportif très solide. Et voilà, le travail qu'on a fait l'a vachement aidé. Il a été aussi vachement réceptif et investi, hein, parce que moi je fais une partie du taf, mais ils en font aussi une bonne partie. Mmh. Et il a vachement adhéré aussi à la méditation et continue de pratiquer quotidiennement. Et aujourd'hui, c'est un rôle pour lui. Il est autonome, il sait gérer, tu vois, son mental, il sait faire de son mental un allié, notamment les jours de compétition, ce qui lui permet de mieux exploiter le potentiel technique et physique qu'il a et qui continue de développer d'ailleurs. Justement, tu as parlé de stress en prenant le cas d'un de tes athlètes que tu as suivi Mm. avant une Mm. compétition ou un combat. Comment du coup transformer, cette énergie, ce stress qu'on a, peut-être même avant, plusieurs jours avant la compétition? Comment tu fais pour la transformer en énergie utile pour pas qu'on soit bloqué et qu'on soit mangé par le stress et comme tu dis, les jambes coupées? Il n'y a pas de réponse toute faite, de recette miracle, de raccourci. Par contre, pour moi, il y a un chemin à suivre qui est la lucidité, la conscience que tu as des mécanismes avec lesquels tu es aux prises, qui fait déjà une grande différence. En gros, plus tu vois le piège, moins tu as de chances de tomber dedans. Ok? Donc la lucidité, la prise de conscience, la self-awareness, des mécanismes avec lesquels tu es aux prises et qui vont te parasiter, qui vont générer du stress, parce que le stress est un symptôme, ok, de quelque chose. Qu'est-ce qui te stresse en fait? C'est ça la question. Donc la lucidité, c'est la première étape et la plus importante et elle fait déjà une grande différence. Ok, être lucide sur qu'est-ce qui me stresse, comment se manifeste ce stress, quel est le mécanisme, le piège dans lequel je suis en train de tomber. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'acceptation. C'est la capacité à accepter, à accueillir plutôt qu'à fuir ce stress-là, cette émotion qui va me parasiter. Parce que paradoxalement, plus je la fuis, plus je la fuis, plus elle va avoir tendance à augmenter. Parce que c'est un message que mon corps, mon mental m'envoie. Si je l'écoute pas, il va monter le son pour qu'à un moment donné, je n'ai plus d'autre choix que de l'écouter. Donc, première étape, lucidité, prise de conscience de ce qui se passe. Deuxième étape, acceptation. Ok, de toute façon, une fois que c'est là, c'est là. C'est inévitable. Tu n'as d'autre choix que de l'accepter. Troisième étape, bon ben là, quelle stratégie je peux utiliser pour réorienter mon état interne, réorienter mes pensées, réorienter mes émotions. Et donc là, il y a plein de stratégies, il y a plein d'outils en préparation mentale qui existent et qu'on va travailler, on va voir avec lequel tu es le plus réceptif, lequel s'intègre le mieux dans ta compétition, dans ta façon de faire, dans ta façon d'être. Ok? Et donc, pour moi, le chemin à suivre, c'est lucidité, acceptation et focus. On va appeler le capacité à se refocus sur l'essentiel, à savoir là, la tâche à accomplir, la performance. Mmh. Pour moi, c'est plutôt un chemin comme ça qu'il faut suivre. Et à chaque étape du chemin,
eh ben, il y a des outils, des exercices, des protocoles que moi, je propose aux sportifs qui vont l'aider à développer cette lucidité, cette prise de conscience sur ce qui se passe, sur les mécanismes avec lesquels il est aux prises. Accepter, être capable d'accepter que c'est là et que ça se manifeste. Et ensuite, se refocus, se remettre dedans, réorienter son état mental vers sa performance. Mmh. Du coup, tu as parlé d'éviter le piège et pour les personnes à contrario qui ont dans leur tête un mental de guerrier en disant, «Bah, j'ai pas peur, je suis pas fatigué» et cetera. Comment tu ceux qui nient en fait, leurs émotions, leur fatigue et cetera, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, pour éviter du coup de tomber dedans? Bah, je l'ai un peu mentionné. Je pense que la stratégie de fuite vis-à-vis de ses émotions n'est pas une bonne stratégie. L'émotion, c'est un message. C'est lié à une perception. Si tu décides de pas l'écouter, en général, le niveau de cette émotion va augmenter pour que tu l'écoutes et que tu l'entendes. Donc plus vite tu es capable de reconnaître que cette émotion est présente et elle est présente dans ton corps, l'émotion c'est dans le corps, c'est des sensations, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire j'ai peur? C'est comment tu te sens. Qu'est-ce qui te fait dire je suis joyeux ou je suis triste? C'est comment tu te sens dans ton corps. Donc plus vite tu es capable d'identifier de oula, ah oui, cette petite boule là ici, ah c'est la peur. OK, la peur arrive, elle est là. OK, lucidité, j'accepte. Et plus vite tu es capable d'apporter des solutions adaptées derrière. Alors que si, tu vois, il y a une peur, j'ai peur. Non, 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 pas du tout. J'ai peur. Désolé pour ceux qui nous écoutent, je vais crier dans vos oreilles, mais non, 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 j'ai pas peur. J'ai peur. Tu vois, comme un enfant que t'écouterais pas, qui Mmh. dit Cédric, tu l'écoutes pas. Cédric, Cédric. Ça y est, t'as cassé les oreilles. L'émotion est trop forte et une fois qu'elle est là, qu'elle est trop forte, elle t'a débordé et c'est plus possible de la gérer. Et donc, ça peut tenir un petit peu sur le court terme, de balayer l'émotion, de la mettre sous le tapis. Mais t'accumules, t'accumules, t'accumules et un jour ça pète. Et quand ça pète, ça fait mal. Et ça pète toujours au mauvais moment. Dans une grosse échéance. Voilà. Toujours, souvent ça pète au mauvais moment et même si ça pète pas au mauvais moment, quand ça pète, ça fait mal. Mmh. Donc pour moi, l'idée est justement d'être très lucide sur ce qui se passe en moi. Tout le monde a des émotions. Ne pas avoir d'émotions, c'est pathologique. C'est pathologique, c'est pas normal en fait. Ok? Comme avoir trop d'émotions, c'est pathologique. Mais la plupart des êtres humains, ils sont juste là, dans cet état naturel où oui, t'as des émotions. T'es humain, donc t'as des émotions de toute façon. T'es aux prises avec des émotions. Et plus vite tu vas être capable d'en prendre conscience, d'accepter cette part émotionnelle en toi. Les plus sages d'entre nous, justement, c'est ceux qui sont capables de reconnaître ça, d'être lucides sur ça, d'en prendre conscience, de l'accepter. Et dans une certaine mesure, après d'en contrecarrer les effets pour être plus performant ou mieux dans leur vie. Plus tu fuis, pour moi, plus ça va augmenter, plus ça risque de péter fort. Et c'est pas du tout une bonne stratégie. Et en tout cas, pareil, c'est quelque chose que je mets en place euh, avec les combattants, les combattantes que j'accompagne. Cette capacité à identifier clairement ces schémas émotionnels, comment ils se manifestent en termes de sensations corporelles, de pensée, d'humeur, de réaction. Et ensuite, être capable d'y apporter des réponses adaptées. Et pour apporter une réponse précise à quelque chose, il faut que je sache précisément ce qui se passe. Sinon, j'essaye de taper sur une vis avec un marteau. Non, ça marche pas. Ou d'enfoncer un clou avec un tournevis. Non, il faut que je sache exactement, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une vis cruciforme. Ok, donc j'ai besoin de cet outil-là. Je vais pouvoir la visser bien comme il faut. Tu as déjà accompagné des sportifs blessés ou des sportifs qui sont blessés, durant ton accompagnement? Alors, sportifs blessés qui viennent en me disant je suis blessé, je suis mal, non, ça je sais Mmh, pas faire, j'avoue, et je préfère pas le faire. Pour moi, ça relève d'autres compétences, tu vois. mmh, Par contre, ouais, des sportifs que j'accompagne et qui se blessent pendant qu'on travaille ensemble, ça c'est arrivé, ouais. OK. Toi, qu'est-ce que te alors peut-être aussi tu pourras aussi parler de ton expérience personnelle. Quelle place, Mhm. a le mental, toi, dans la guérison? Oh là là, ça c'est chaud ça.
C'est, comme je te disais, moi, un sportif qui vient et qui me dit: «Je suis blessé, je suis mal, je bade», c'est normal, c'est je comprends, je suis passé par là. Je le réoriente vers quelqu'un de plus compétent pour l'accompagner dans cette phase-là de vie qu'il traverse. En fait, le mental, de toute façon, il est présent dans tous les aspects de notre vie. OK, on a l'aspect physique, on a l'aspect mental, l'un est indissociable de l'autre. On est un corps, un mental. Dans la blessure, le truc, c'est que quand on est sportif, et là, je vais parler plutôt en tant que sportif qu'en tant que préparateur mental peut-être, hein. Surtout quand on est passionné de sport, on adore s'entraîner, on aime toutes les sensations que ça nous procure, on aime progresser, on aime aller en compétition. Et ben, la blessure, elle nous écarte de cette priorité dans notre vie. Et donc forcément, ça va avec son lot d'émotions désagréables, de tristesse, d'anxiété sur est-ce que je vais réussir à revenir ou pas, de peur, de d'appréhension. Voilà, c'est assez désagréable souvent à vivre mentalement, émotionnellement comme situation, la blessure. Moi, je l'ai vécu, je suis passé par là. Et donc ça demande à la fois, de travailler sur l'aspect physique. OK, tu blessé au genou, bon, tu vas rééduquer ton genou, tu vas faire tout ce qu'il faut pour soigner ton genou. Mais tu vois que tu as parlé de guérison et se soigner et se guérir, c'est pas la même chose. Se soigner, pour moi, c'est vraiment l'aspect je soigne la blessure là qui est le membre par exemple qui est lésé. Guérir, c'est tout un processus aussi émotionnel, je pense. Donc, cette partie mentale, elle est pas négligée. Et parfois, tu peux gérer ça seul ou gérer ça peut-être avec tes proches, tes amis, ton club. Parfois, tu vas avoir besoin d'une aide extérieure. Et je sais que moi, à un moment donné où j'ai j'ai été blessé, je suis allé solliciter de l'aide extérieure auprès, par exemple, d'une psychologue du sport qui était spécialisée en plus, en l'occurrence, dans ces questions-là, tu vois? Mmh. Et qui m'a aidé à mieux comprendre ce qui se passait, et à faire face à cette période-là, tu vois? Mais la blessure, ouais, c'est jamais hyper agréable mentalement et émotionnellement, quand on est sportif. Hem, on va passer plutôt après sur tu fais bien sur la dimension humaine et spirituelle. Alors spirituelle, ça a rien à voir avec la religion, hein, pour ceux qui vont nous Mmh. écouter. Mmh. C'est plutôt par rapport à la préparation mentale. Est-ce que OK. pour toi, un athlète, peut s'éveiller, spirituellement à travers sa pratique sportive, à travers la compétition, la recherche de performance? Waouh, ah ouais, on part dans des considérations, philosophiques assez profondes. Qu'est-ce que tu veux dire par s'éveiller spirituellement, en fait? Est-ce que, il peut, du coup, on parlait par exemple de pleine conscience, prendre connaissance de soi, tout ce qui est dépassement de OK. l'ego, tu vois, Mmh. lien corps-esprit, à travers l'effort. C'est une question, technique, parce que d'un côté, en fait, le sport comme d'autres, choses peuvent te t'aider à te rendre compte que, tu vois, comme je le disais au début de notre échange, Mmh. j'étais beaucoup dans le corps et à un moment donné, je me suis rendu compte: «Ah oui, mais il y a aussi un truc à l'intérieur, il y a tout le mental, les pensées, les émotions qui sont là et on peut travailler dessus». Parce que éveil spirituel, moi, j'ai tendance à voir ça comme quelque chose de très fort, un peu lié peut-être à la religion ou La à la religion, oui. spiritualité. Mais en tout cas, non, plutôt si on parle de la prise de conscience de: «Ouais, il y a un esprit, il y a un truc à l'intérieur, il y a le mental et je peux en prendre soin autant que je prends soin de mon corps et je peux travailler dessus et le développer et le renforcer autant que je renforce mon corps». Ouais, le sport, notamment les arts martiaux peut-être, peuvent être un bon outil pour prendre conscience de ça et travailler là-dessus. Souvent, on entend, des témoignages de gens, par exemple, qui font du jiu-jitsu brésilien et qui témoignent d'à quel point cette discipline les a aidés à développer leur caractère, leur attitude, leur intérieur, tu vois? Leur personnalité. Au-delà de développer des compétences, de combat, ou de physique, tu vois? Dans les arts martiaux, j'ai l'impression que c'est assez présent. Tu as aussi, un qui en parle pas mal, c'est Kilian Jornet, donc un trailer, tu vois? Qui fait des Mmh. courses à pied dans des trails dans la nature, qui a une approche assez spirituelle, philosophique aussi de sa pratique sportive.
Donc ouais, ça peut être un outil, notamment. De toute façon, le sport est un fabuleux outil de développement du caractère et de la personnalité, ça c'est sûr. Et justement, je trouve que c'est un truc qui est hyper important à revenir, c'est-à-dire au-delà de chercher une forme de gloire, de reconnaissance, de réussite sportive, ton sport doit être au service du développement de qui tu es. Pour moi, ça c'est hyper important et souvent on le perd de vue justement quand on fait de la compétition parce qu'on est totalement obnubilé par ouais, la médaille, la réussite, le podium, ce que vont en penser les autres. Mais on oublie à quel point, franchement, une compétition de jiu-jitsu brésilien, ça forge le caractère. Ça doit être un outil de développement personnel, de développement de soi. Pas tout le monde qui fait des compétitions de jiu-jitsu brésilien, des combats de MMA. J'en parlais avec un sportif il y a pas longtemps. Attends, j'essaie de me rappeler exactement. On discutait parce que j'ai du mal à me souvenir exactement, mais en gros, on discutait de la différence. Souvent, en fait, ce qu'on disait, c'est que souvent, on voit le fait de faire un marathon comme une espèce d'accomplissement. Tu sais, t'arrives au boulot, j'ai fait Mmh. un marathon, ouah, tout le monde est là, t'as fait un marathon. Mais en effet, faire un marathon, c'est génial. Et pareil, en termes de développement de soi, c'est une aventure exceptionnelle, j'en suis sûr. J'en ai jamais couru, mais je connais des gens qui ont couru et c'est génial. Et on se disait, mais attends, mais faire une compétition de JJB, c'est aussi une sacrée démarche. Et il y a d'ailleurs beaucoup moins de gens qui font des compétitions de JJB que courent des marathons. Et on disait, ben voilà, ben c'est une super démarche en termes de développement de soi, de développement de son caractère, de développement de qui tu es. Et pour moi, c'est ça qu'il faut chercher avant tout. Et ensuite, on peut y ajouter d'autres objectifs, d'autres motivations comme le fait d'avoir une médaille, de gagner un titre, etc. Mais le sport, et notamment les sports de combat peut-être, sont un fabuleux outil de développement de soi, de développement de son caractère, développement de ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Et pour, notamment quand toi, je sais que tu coaches aussi même des enfants. Bah, j'imagine que c'est un truc sur lequel tu insistes, tu vois, mmh. avec eux et que tu vois à quel point ben, ça peut forger leur caractère et leur évolution et leur croissance personnelle, quoi, ce genre d'aventure. C'est vrai que là, c'est bien que tu en parles, c'est que tu fasses des compétitions ou pas, le sport, ça forge vraiment l'intérieur et d'abord, on le fait pour soi-même et il faut l'erreur que peuvent faire certaines personnes, hein, et que je l'ai fait aussi dans le passé, c'est, quand tu commences à faire des choses et des compétitions pour les autres, Mmh. et du coup, après, Ouais. bon, tu as le regard des autres, après, forcément, tu perds le plaisir de la discipline, le plaisir de faire des compétitions et jusqu'au moment où ça pète, où tu lâches tout. Mmh. Ouais, ouais, c'est vraiment, ce travail, ouais, spirituel, mais tu dois d'abord penser à toi, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais et après, les choses, Ouais, se forment. complètement. Et pas perdre de vue, de voir à quel point ça te permet de forger ton caractère et d'évoluer personnellement, cette démarche-là. Quand tu arrives à voir ça, je pense que ça se reflète dans ta façon d'être et ta façon de pratiquer le jour de la compétition. Si tu arrives à voir vraiment que, ah ouais, cette aventure, cette quête-là, elle va au-delà de juste, je vais essayer de ramener une médaille. Elle est reliée à quelque chose de plus fort, de plus profond en termes de quête personnelle, spirituelle, si tu veux. Dans le jiu-jitsu, dans le MMA, dans ma... Bah, écoute, c'était super, merci pour cette cette grande réponse plutôt. Hem, si tu devais aujourd'hui, toi, donner, Paul, un seul conseil à un jeune athlète pour développer, son mental, lequel serait-ce? Seul conseil pour développer son mental, c'est de passer plus de temps à l'intérieur, du coup, à travailler sur l'intérieur. On passe beaucoup de temps à travailler sur la technique, à travailler sur le physique. Mmh, Proportionnellement, combien de temps tu passes à travailler sur l'intérieur, tu vois? J'ai envie de dire ça pour pas dire médite ou fais ci ou fais ça. Ce travail intérieur, il peut passer par la méditation, par la lecture, par l'écriture, par la respiration, par plein de choses. Ce que j'inviterais, c'est, ok, essaye d'aller travailler à l'intérieur. Et plus tu passeras de temps à travailler à l'intérieur, moins tu seras dépendant et sujet aux perturbations qui viennent de l'extérieur. Et donc en compétition, on sait l'agitation que c'est autour. Je pense que si tu as passé du temps à travailler à l'intérieur, ben tu seras
moins sujet aux vagues d'excitation et à tout ce qui va pouvoir te parasiter, te contaminer qui vient de l'extérieur. Donc voilà, mon conseil serait ça. Travaille sur l'intérieur. Passe plus de temps à travailler sur l'intérieur, le mental, les pensées, les émotions, tout ça. Travaille sur l'intérieur en premier. Mmh. Là, tu en as reparlé, tu en as parlé beaucoup au départ de cet épisode, tu parles de livres. Tu aimes bien la Ouais. lecture. Mmh. Bon, je vais pas te demander, toutes les lectures que tu as pu faire dans le passé, mais si tu avais, peut-être, allez, un ou 2 livres, à recommander aujourd'hui pour les personnes qui veulent aller plus loin, quelle, Ouais. lecture tu donnerais? Ça dépend. Souvent, j'aime bien donner des conseils de lecture un peu ciblés, tu vois? Quelqu'un vient me dire, voilà, j'essaye d'en savoir un peu sur sa situation et à partir de sa situation, de ce qui l'intéresse, de ce qui éveille sa curiosité, je vais peut-être pouvoir lui conseiller un livre, Mmh, précis, tu vois? Qui l'aidera. Hem, donc, que je pourrais dire là, il y a un petit livre qui est pas mal, qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée de de Dan Fisher, je crois. Le Chevalier à l'armure rouillée. Un livre intéressant, métaphorique. Donc, tu vois, chacun va pouvoir aller y chercher ce mmh, qu'il a besoin. Sur justement cette armure qu'on porte souvent et qui finalement nous encombre pas mal, nous ralentit pas mal. Je trouve que c'est un livre intéressant et qui ramène à cette notion qui est importante pour moi aussi, qui est la notion d'authenticité. En compétition, très souvent, on porte un masque, même dans la vie, hein. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on en porte un. Et l'authenticité, c'est vraiment une démarche courageuse et pas facile d'évoluer et d'y aller avec qui je suis réellement, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes qualités et mes défauts. Donc ce livre est intéressant dans cette démarche parce que l'authenticité, c'est un choix, c'est un travail, c'est pas un truc inné, quoi. Donc je conseillerais ce livre, Le Chevalier à l'armure rouillée, puisqu'il fait écho à pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui là. à lire du coup ce livre. Yes. Hem, Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets, dans ton professionnel, Mmh. dans les futures semaines, mois, années? Mes projets, c'est continuer ce que je fais aujourd'hui, ce qui me passionne, ce qui m'anime, c'est-à-dire continuer à accompagner ces combattants, ces combattantes, notamment en jiu-jitsu brésilien, et même dans d'autres disciplines. J'ai accompagné d'autres sportifs aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais Mmh, j'ai accompagné des sportifs aussi en dehors des sports de combat. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime, qui me passionne le plus, heu, tu vois? Qui est dans mes priorités les plus hautes et mmh. donc ce à quoi j'accorde du temps, j'accorde de l'énergie, facilement et voilà, qui m'inspire. Donc mes projets, tu vois, là, on est sur la fin de l'année 2025 et pour 2026, c'est continuer ça, développer ça, devenir encore meilleur là-dedans, proposer un service encore meilleur, tu vois, toujours. Ensuite, continuer, moi aussi, toute la partie que j'aime bien, qui est, la création de contenu sur Instagram, le podcast, YouTube, voilà, partager aussi, c'est un truc que j'adore faire et j'ai envie de continuer ça et pareil de m'améliorer, que ça soit sur le fond, que ça soit sur la forme, c'est un truc sur lequel j'ai envie de m'améliorer. Je vais continuer ça l'année prochaine, là, essayer de m'améliorer là-dessus. Pourquoi pas aussi faire des vidéos YouTube hors podcast, tu vois? Mmh. Ça, c'est mes projets et ouais, continuer dans cette direction à développer Méditation, à accompagner, à servir le maximum de personnes et surtout le mieux possible. Et en dehors de ton métier, Paul, quelles sont tes passions dans la vie? Mes passions, le sport, hein. Moi, j'adore faire, du sport, donc le jiu-jitsu brésilien. Maintenant, je m'y suis mis il y a 4 ans et c'est vraiment passionnant et j'essaye de progresser et de développer ça à fond. J'adore vraiment, j'adore le sport, même regarder, hein. À part regarder le sport d'ailleurs, je regarde pas grand-chose, tu vois? Heu, mais regarder le sport, j'aime beaucoup. La lecture, j'aime beaucoup lire aussi, donc je suis toujours, en train de lire quelque chose et je suis assez curieux de découvrir des nouvelles lectures. Pas mal, en lien avec le sport, mais pas que non plus. Enfin, pas mal avec le lien en lien avec le sport, la préparation mentale, le mental, mais pas que non plus.
Donc voilà, sport, lecture, j'ai un style de vie assez simple, je pense. Souvent, j'en rigole en disant que j'ai un lifestyle de moine. Tu vois, je me lève, je médite, je travaille, je fais mon sport, je dors, je mange et ma vie, elle se résume un peu à ça, quoi. Et ça me va très bien. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'inspire le plus, quoi. OK. Hem, Quelle personnalité du coup sportive, tu pourrais me conseiller, inviter dans ce podcast? Euh, ok, je pourrais te conseiller d'inviter. Comme ça, j'allais répondre. Et des grands sportifs, quoi. Qui, je sais, sont pas, pour avoir essayé de les inviter, sont pas toujours. Ouais, bah, ils sont dans d'autres sphères, quoi. On le sait, c'est Ouais. normal. Mais avec qui toi tu pourrais avoir un échange sympa? T'as déjà invité des combattants? Ouais, j'ai déjà invité des combattants, ouais. Ouais, t'as déjà invité Ouais, des combattants dans le podcast. ouais. T'as déjà eu ce profil-là. T'as eu un peu tous les profils, préparateur physique, préparateur mentaux, Ouais, ouais, j'ai eu à peu coach. près tout, mais après peu importe, des personnes qui seraient intéressantes à inviter, j'ai eu, bah, des sports de combat, j'ai eu des sports, qui Ouais. ont rien à voir avec les sports de combat, mais des choses qui pourraient être cool, J'ai pas de, j'ai pas J'ai pas en tête là, j'ai pas en tête de nom, mais ça serait cool que tu invites quelqu'un qui se prépare pour les prochains Jeux Olympiques de LA et OK. que tu vois un petit peu avec lui, soit d'ailleurs un athlète ou peut-être un coach qui prépare un athlète pour les JO de Mmh. 2028, 8. hein, c'est 2028, ouais, c'est ça. OK. Donc tu vois, Ouais, parce que je suis sûr que bah, les mecs qui veulent aller à LA, là, ils sont déjà normalement dans le processus, quoi. Soit ils sont qualifiés, soit pas encore, ou ils vont se ouais, qualifier, j'en sais rien. Mais ça serait cool que tu invites quelqu'un qui se prépare pour... là, j'ai pas de nom en tête, il y en a OK. plein, tu vois. Mmh, Mais quelqu'un qui se prépare pour les JO de Los Angeles, savoir un petit peu, voilà, comment il a planifié aussi. Tu vois, là, on est mmh, en 2025, comment il planifie toute sa préparation, peut-être sa qualification et tout, jusqu'à 2028, ça serait assez intéressant. OK. Bon, très bonne idée, j'ai pas pensé, mais OK. Ouais. Du coup, pour ceux et celles qui veulent voir, en savoir plus sur ton travail, Paul, on peut te suivre où on peut te contacter? Ouais, ben, vous pouvez me suivre sur Instagram, Méditation. C'est là où je partage pas mal de choses tous les jours, des contenus, des ressources, des idées sur Instagram. Ensuite, ben, il y a mon podcast aussi, Le Goût du Sol, Mmh, qui est pas mal axé aujourd'hui autour du jiu-jitsu brésilien, mais qui parle vraiment de mental. Donc vous pouvez aller écouter le podcast. C'est sur YouTube, c'est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, un peu toutes les plateformes. Et voilà, déjà, vous avez au moins une trentaine d'épisodes à écouter, donc et 700 posts Instagram au moins à suivre. Non. Ouais, vous pouvez me contacter là-dessus, m'envoyer un message sur Instagram aussi, avec plaisir. OK. Mm. On arrive bientôt déjà à cette fin d'épisode, Paul. Ok, Est-ce que, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que tu pourrais dire avant de clôturer du coup cet épisode? ok, bah, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit. Je pense que souvent le rôle d'un coach, c'est de rappeler les choses, tu vois. Mmh, Souvent c'est rappeler les choses. Je radote pas mal, tu vois. Et donc, ben, je vais dire travailler sur l'intérieur. Passer peut-être plus de temps à travailler sur l'intérieur. Que mmh. vous ayez conscience, ou pas encore, que à l'intérieur, il y a plein de choses qui se travaillent et qui vont énormément vous aider, que ça soit dans votre vie ou dans votre sport. Passez plus de temps à vous intéresser et à travailler sur l'intérieur. En tout cas, mais écoute-moi, merci Paul pour ce partage authentique, que tu as pu, et d'avoir accepté cette invitation encore. Pour la clarté que tu as pu apporter aujourd'hui sur ton travail et que la performance du coup, c'est pas qu'une question de physique ou de technique, mais surtout comme tu as dit, une histoire de travail de l'intérieur. Mhm. Hyper important pour la suite. Voilà, le conseil que Paul a donné aujourd'hui, c'est travailler à l'intérieur. Donc pensez d'abord à travailler à l'intérieur et bien sûr travailler à côté. Moi, en tout cas, j'ai eu de la chance de travailler avec toi. C'était vraiment, super sympathique et vraiment, important et aussi, efficient. Dans ta Mhm. démarche méditation, m'a permis de transformer et je sais que ça transforme d'autres personnes,
dans leur vie et aussi comment appréhender une compétition, comment performer, rester calme. Comme tu le dis, c'est les athlètes les plus calmes sont les plus performants. Et Mhm. j'adhère totalement à cette idée. Mhm. Pour les auditeurs et auditrices qui les écoutent, vous pouvez du coup retrouver tous les liens vers le travail de Paul, hein. Je mettrai tout dans la description de l'épisode et évidemment sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, ben, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un commentaire. Ben, ça m'aidera forcément à faire grandir cette chaîne euh, Mhm. de podcast, la pause sportive, et aussi inviter d'autres experts passionnés. Ben, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis au revoir. Et merci encore Paul pour cet épisode. Merci À plus tard. Cédric, merci tout le monde. Ciao.